Bonsoir, Bonsoir. je m'appelle Jonathan et je suis archéologue. Et toi? Je m'appelle Tatiana Pachama, je suis artiste et scénographe. Donc moi je travaille à Saint-Denis, à la direction des affaires culturelles, et je fais des recherches archéologiques qui utilisent différentes méthodes. Quand je te parle d'archéologie, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que c'est les premières images qui te viennent en tête? La poussière. Ouais, ça c'est vrai. Le côté où on, je sais pas, on recherche des vestiges. Ouais. Peut-être l'aventure aussi. C'est vrai que bon, il y a beaucoup l'image cinématographique oui, de l'aventure, etc., qui fait qu'on commence à faire ces études-là, et puis après finalement, c'est pas tout à fait exactement ça. La poussière, tu y penses pour quelle raison? Parce que j'ai cette image un peu véhiculée par le cinéma, justement. Ouais. Le fait qu'il y ait des poussières avec des outils, et le fait que ce soit enfoui et Ouais. que le temps est passé, alors on imagine bien... Donc effectivement, l'archéologie, tu vois, j'ai mis dans les objets derrière une petite truelle. Ça, c'est l'outil phare de l'archéologue. C'est justement cet outil qui nous permet de fouiller, de gratter dans le sol. Et ça s'appelle truelle? Une truelle, ouais, comme celle qu'on utilise en maçonnerie, sauf que c'est des plus petites qui sont faites pour pouvoir dégager les vestiges de manière assez précise. Parce que l'archéologie, c'est vraiment étudier les faits historiques, les faits du passé, à partir des éléments matériels, à partir de ce qu'on trouve dans le sol. Un peu comme dans une enquête policière, il y a les témoignages, c'est plutôt la version historique, ça, et puis les preuves matérielles, les indices. Et donc l'archéologue, c'est un peu ça, c'est un peu la police scientifique de l'histoire. Donc effectivement, on détecte, on creuse et on ressort les objets du sol, les structures archéologiques, les constructions du passé. Et moi, je travaille sur ces techniques-là, je fais des fouilles aussi pour étudier des sites anciens, à La Réunion et puis ailleurs. Et j'utilise aussi d'autres méthodes pour trouver des sites archéologiques. Parce qu'avant de pouvoir le fouiller, un site, il faut le trouver. Il faut savoir qu'il y a quelque chose dans le sol à cet endroit-là. Et comment tu fais? Est-ce que tu as des idées justement de comment on pourrait trouver des sites archéologiques? Je sais pas. Peut-être quand les gens nous appellent pour nous dire ils ont trouvé... Ouais, ça arrive. Ouais. C'est ce qu'on appelle la découverte fortuite, quand il y a quelque chose qui apparaît, parfois dans des travaux, donc ça on essaie d'éviter que ça arrive. C'est pour ça qu'il existe aussi une autre archéologie qui s'appelle l'archéologie préventive, où on fait des fouilles avant les travaux justement, pour pouvoir savoir. Comme à Saint-Denis. Exactement, là il y en avait il n'y a pas longtemps sur le Barachois, là, sur le front de mer de Saint-Denis, un diagnostic qui a permis de retrouver par exemple l'ancien port, justement avant des travaux. Et comment vous saviez qu'il y avait... En fait, ça, on le sait par la documentation, parce qu'il y a des cartes anciennes et beaucoup d'archives. Donc vraiment, on utilise tous les indices qu'on peut avoir. Et puis des choses qu'on peut voir au sol, parfois des vestiges qui apparaissent. Et donc, quand tu disais, quand on nous appelle qu'il y a quelque chose, c'est aussi des fois des gens qui tombent par hasard sur des choses dans la forêt. Mais ça peut être que, du coup, c'est vraiment les vestiges qui nous arrivent dessus quelque part. On est informé de quelque chose, on ne l'a pas tellement décidé. Mais si vraiment je veux trouver des vestiges archéologiques, si je veux trouver des sites, on a des outils aujourd'hui, des techniques qui nous permettent d'essayer de détecter des choses dans des endroits où on ne peut pas trop accéder facilement. D'accord. Et comment vous faites? Et donc, par exemple, moi, je travaille notamment dans le cirque de Mafat, qui est une zone très difficile d'accès, dans laquelle on a beaucoup de mal à voir, parce qu'il y a beaucoup de végétation qui est assez dense. Et donc, on utilise une technique qui s'appelle le LIDAR, qui est en fait un relevé par laser, où on accroche un laser dans un hélicoptère, et on envoie des impulsions, des millions et des millions d'impulsions laser vers le sol. Donc quand tu es dans la forêt, si tu regardes vers le ciel, tu vois de la lumière qui passe à travers. Le laser, c'est une onde lumineuse. Donc... Mais du coup, vous faites ça en pleine journée? Oui, ça peut se faire. Il vaut mieux que ce soit la journée d'ailleurs pour que l'hélicoptère puisse bien circuler. Mais comment vous faites pour voir les lasers? En fait, nous, on ne va pas le voir, mais l'onde lumineuse, elle va traverser notre d'accord, donc vous scannez quelque chose, mais vous ne voyez pas... Exactement, c'est quelque chose qui se passe. Donc là, par exemple, à côté de moi, il y a un scanner, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc c'est un appareil comme ça, sauf que ceux qui sont sur les hélicoptères, ils sont plus gros. Ça, c'est un qu'on utilise pour relever des bâtiments, pour relever des vestiges qu'on a fouillés. Donc c'est un appareil qui va envoyer le laser dans une onde lumineuse, mais qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, sauf si on le regarde vraiment bien dans l'axe, on va voir le rayon rouge. Mais sinon, si tu as ce rayon laser qui passe devant toi, là, tu ne verras pas le rayon. Et donc on en envoie vraiment des millions. Et comme on connaît la position de l'avion, comme on connaît la vitesse de propagation de la lumière dans l'air, puisque c'est une onde qu'on va paramétrer, quand il va toucher quelque chose, ce laser, il va renvoyer une impulsion à son scanner. Mais du coup, il est en mouvement? Il est en mouvement. Donc du coup, dans le scanner, ce qu'il fait, c'est qu'il va calculer la distance à l'endroit où ça a touché. Donc ça va enregistrer un point.
avec une distance. Et comme on a un GPS dans l'hélicoptère et qu'on a pris aussi des stations de référence au sol, on va réussir à obtenir des coordonnées très précises au centimètre, de chaque endroit où le laser a touché. Mais du coup, quand vous scannez, c'est une zone très très large, c'est pas seulement... Par exemple, pour ma FAT, on a fait tout le cirque en une fois, 100 km². Oui. Après, des fois, on fait des plus petites acquisitions. Là, on en a fait une récemment avec le département sur l'Illette à Guillaume, où on a fait 70 hectares. Donc, c'est beaucoup plus petit. Mais du coup, c'est les mêmes outils? C'est un avion et le scanner? À chaque fois, dans le lidar aéroporté, ce qu'on appelle le lidar aéroporté, c'est toujours le même type de scanner. C'est un scanner qui est à peu près gros comme ça, qui est accroché sous l'appareil, qui est relié à un ordinateur à l'intérieur, avec un ingénieur qui va enregistrer, s'assurer que tout se passe bien. Et donc, le scanner, il passe, il enregistre ces millions de coordonnées. Pour la petite surface de l'Illette à Guillaume, par exemple, on a 150 millions de points. Mais comment il fait la différence entre les arbres et le sol Alors ça, c'est la deuxième étape, justement. Ah oui. Effectivement, donc ça, moi, je travaille là-dessus. C'est-à-dire qu'après, on nous donne ce nuage de points. Donc, les points, ils ont tapé dans les arbres et ils ont tapé au sol. Et donc, tu as raison, ce qui m'intéresse, moi, c'est le sol. Donc, on va faire un travail par ordinateur qui va permettre d'enlever tout ce qui est au-dessus du sol. Par exemple, les points des arbres ont une autre couleur? Enfin, comment tu sais que ça, ce sont des arbres? Oui, d'accord. Mais c'est pas ça qui va nous permettre de trier. En fait, il va y avoir une différence de couleur qui s'appelle l'intensité en fonction de la surface qui est touchée. Par exemple, on peut voir si on fait passer un scanner sur une route, on va voir la bande blanche au milieu parce qu'elle est plus réfléchissante. Mais c'est pas comme ça qu'on trie. La façon de trier, elle se fait uniquement par la position des points, c'est-à-dire qu'on va lui demander de relier les points entre eux en partant du bas. Il va les relier, et puis quand il va y avoir quelque chose de très vertical, là, il va classer ça en sursol, donc c'est-à-dire en forêt. Et après, on regarde notre nuage de points. Il faut toujours aller un peu sur le terrain pour avoir des exemples où on a des vestiges pour voir comment ça s'est comporté. Et puis après, on obtient ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire un relief du sol sans la forêt. Donc on a vraiment déshabillé tout un espace, on lui a enlevé son couvert végétal. Mais du coup, vous voyez le sol et comment vous faites pour savoir qu'il y a des objets, Tu sais, à quel moment on creuse Oui, comment on peut savoir que c'est archéologique en fait après. Après, justement, on a une image du relief du sol et là-dessus, je fais des analyses pour essayer de détecter les tout petits reliefs. Parce que si par exemple la maison dans laquelle on est, elle est abandonnée et puis dans 500 ans, il y a une grande forêt ici, il n'y aura plus de vestiges de la maison qui par ailleurs est en bois. Mais elle a un soubassement quand même qui est fondé, qui est en pierre. Et donc, il ne restera, dans 500 ans, si tout ça est abandonné, qu'un petit relief bien plat, qui fait une forme assez rectangulaire ou carrée, et qui fera une espèce d'anomalie dans le relief du sol, qui ne sera pas forcément perceptible si on est à pied sur l'endroit où ça s'est passé, mais qui, par contre, va laisser une marque dans la topographie, dans le relief du sol. Et donc, ce que je fais, c'est des analyses qui permettent de repérer qu'est-ce qui est géométrique, qu'est-ce qui est anthropique, qu'est-ce qui ne peut pas être naturel, qui est en rupture avec la forme naturelle des choses, qu'est-ce qui ne peut avoir été fait que de la main de l'homme. Et donc, je fais des traitements pour ensuite repérer dans le cirque de Mafat ou à d'autres endroits des anomalies qui en fait correspondent à des anciennes occupations humaines. Et du coup, vous avez trouvé des... Et du coup, après, je pars avec des agents du parc national et des collègues archéologues à moi. On part et on fait des expéditions pour aller essayer de retrouver ces vestiges. Parce qu'aujourd'hui, il y a des endroits où il y a des villages actuels, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui n'est pas connu, qui est dans des endroits où parfois il nous faut une journée à la machette pour pouvoir accéder, ou descendre en rappel pour pouvoir accéder à un endroit, parce qu'il y a une anomalie qui apparaît sur les vestiges, sur le relevé. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on part en équipe pour aller identifier qu'est-ce qui a créé cette anomalie. Donc on en a fait cette année, plusieurs missions, et chaque fois qu'on avait des anomalies, on a toujours trouvé des vestiges qui correspondent à des occupations anciennes, des Hauts de la Réunion, plutôt de la fin du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Ah oui, et donc ce qu'on trouve sur place, ça va être des aménagements, des petits murets, des enclos pour les animaux, des aménagements agricoles. On retrouve parfois aussi des objets au sol. Et puis on travaille avec des gens qui sont spécialistes de l'environnement, qui savent repérer dans les végétaux actuels, dans les arbres, s'il y a des choses qui en fait ne devraient pas être là naturellement et qui en fait sont là parce qu'elles ont été plantées à l'époque où fonctionnaient ces bâtiments, des choses comme ça. D'accord. Et du coup, ces bâtiments, ils sont construits avec les matériaux à proximité?
Oui, la plupart du J'imagine temps, qu'ils ont pas dû ramener, voilà, dans des endroits difficiles d'accès, on utilise effectivement les matériaux qui sont sur place. Et donc après, une fois qu'on a repéré un site, ben là s'enclenche une deuxième phase d'archéologie qui consiste plutôt vraiment à étudier strictement les vestiges qu'on a trouvés, à savoir comment c'est construit. Et puis surtout, un site, il peut avoir une durée de vie qui est assez longue. Il peut se passer 200 ans avec des moments où on a construit une maison et puis elle s'est écroulée, puis on a reconstruit, ou on a agrandi, ou on a changé d'activité. Donc après, vraiment, on va travailler là plutôt avec la truelle, pour essayer de dégager les vestiges, essayer de mieux comprendre d'un point de vue de la chronologie, d'un point de vue de la fonction, qu'est-ce qui s'est passé à un endroit déterminé. D'accord. Et entre le moment où tu scannes, par exemple, un terrain, ça prend combien de temps, par exemple De scanner le terrain, c'est pas très long. Par exemple, pour un grand cirque comme AFAT, il faut une journée en fait, de survol. Ok, Par contre, ce qui est long, c'est de bien leur expliquer comment on veut qu'ils fassent le relevé avant. Donc ça, on fait des cahiers des charges pour les ingénieurs qui sont très précis. Ensuite, on doit choisir qui va réaliser cette opération. Et puis après, une fois qu'ils ont fait le relevé, il y a pas mal de temps de traitement du signal du laser. Parce que ce que tu me demandais tout à l'heure, tu vois, s'il faut que... oui, c'est surtout comment ça. on choisit, qu'est-ce qui est le sol, etc. Donc là, il y a pas mal d'échanges avec les gens qui ont fait le relevé. Après, il y a pas mal de temps de traitement de la donnée pour et ça prend combien de temps, par exemple, sur un site comme AFAT? Ben, c'est pas terminé. En fait, là, par exemple, c'est quelque chose sur lequel je travaille, pas à plein temps, parce que je fais d'autres choses, mais sur lequel je travaille depuis 2 ans et demi. Et j'ai fait qu'une partie, pour l'instant. Et puis après, ce qui est le plus long encore, c'est d'aller faire les missions, parce que pour aller voir un endroit qui est perdu dans la forêt, on peut mettre parfois une journée, voire 2 jours pour y accéder. Donc c'est... Donc l'archéologie, c'est sur le temps long, mais finalement, à l'échelle de la date de ces vestiges, c'est pas beaucoup. Et du coup, c'est plus intéressant de le faire sur une forêt ou dans une ville? Alors, on peut le faire, on peut le faire aussi dans des endroits où il n'y a pas de forêt. C'est très efficace parce que c'est le premier outil qui nous permet de regarder sous la forêt. C'est la première fois qu'en archéologie, la forêt, c'est plutôt quelque chose qui est compliqué parce qu'on ne peut pas bien fouiller, parce qu'on ne peut pas avoir de vue d'ensemble et on a besoin d'essayer de voir si on voit justement des choses qui se dessinent dans le sol. En ville, c'est compliqué parce que, en fait, en ville, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont être de sites qui vont être détectables par des reliefs du sol, parce que la ville, elle est complètement réaménagée. Et en fait, les sites archéologiques, ils sont vraiment sous le sol. Donc là, ce qu'on fait pour trouver, c'est ce que tu as vu, par exemple, sur le front de mer de Saint-Denis, c'est que là, on fait des sondages à l'appel mécanique pour retrouver les vestiges sous le sol. Mais du coup, vous les cassez, non? Alors non, en fait, on va vraiment s'arrêter, on surveille l'appel mécanique et on fait des passes régulières et on s'arrête au moment où on arrive sur les couches archéologiques. Et comment vous savez que, par exemple, ça, c'est vraiment un objet historique et que c'est pas... Pour un objet ? Enfin oui, pour un objet ou pour un bâtiment, comment à un moment donné, vous pouvez faire la différence entre un objet archéologique et un vulgaire bâtiment qui était là? Eh ben, c'est intéressant qu'on soit ici, parce que derrière toi, il y a des céramiques qui sont un peu anciennes. Et donc, si tu as ça, tu vois que c'est déjà pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui, en fait. Donc, quand on retrouve les verres dans lesquels on boit aujourd'hui, c'est pas les mêmes que ceux dans lesquels buvaient nos grands-mères, et encore pas ceux de leurs arrière-grands-mères. Et donc, en archéologie, dans les vestiges, on a, dans les objets, on a ce qu'on appelle des typologies, c'est-à-dire qu'on sait repérer dans les types de céramique, à la fois par leur forme, par leur décor, mais aussi par la façon dont elles ont été fabriquées, de quelle période ça peut dater. Et donc, par exemple, à La Réunion, on retrouve beaucoup pour le XVIIIe siècle des céramiques chinoises d'importation qui sont caractéristiques d'une période dans laquelle elles ont été utilisées. Pareil pour le verre, pareil pour les objets en métal. Il y a des objets où on sait qu'on n'utilise plus ces objets. Pour ce qui est des constructions, là, c'est plutôt l'archéologie, la stratigraphie, la chronologie relative, ça s'appelle, c'est-à-dire le niveau de couche de terre dans laquelle ça va se trouver. C'est-à-dire qu'il y a le sol sur lequel on marche. Quand on va commencer à creuser à l'appel mécanique, et à un moment donné, si on trouve un niveau de sol en dessous de celui sur lequel on marche, ça veut dire qu'il est plus ancien. Et comment ça se voit? Et ça se voit par les différences de texture de couches. Donc, dans la terre, il y a des différences de texture, il y a des différences de couleur, il y a des différences de densité, et on va repérer ça, en fait. Donc quand on fouille, on garde souvent une paroi bien nette et qu'on appelle une coupe stratigraphique dans laquelle on va voir les différentes couches qui se sont superposées, dans lesquelles on va voir la trace d'une fosse par exemple, parce qu'on a creusé un endroit pour faire une fondation, pour construire un mur. Et donc quand on fait les fouilles, en fait, on arrive à retrouver les anciens murs ou les fondations des murs, l'endroit où le mur s'est écroulé, les sols, et puis encore en dessous, souvent il y a l'occupation d'encore avant. Donc c'est vraiment toute une méthodologie qu'on a sur le terrain pour vraiment
dégager les vestiges à rebours, c'est-à-dire à l'envers, hein, vraiment aller du plus récent au plus ancien. Donc si cette maison elle s'écroule et qu'on la fouille, on va d'abord fouiller les niveaux d'écroulement, puis arriver sur les fondations, comprendre comment elle a été construite et puis sur quel site encore avant lui elle a été construite, etc. Donc on fait les choses en remontant et on arrive à dater à la fois par les objets et puis par la chronologie relative, c'est-à-dire les relations entre les choses. C'est-à-dire qu'un mur, il peut casser un mur plus ancien et donc on va étudier et documenter tout ça. Du coup, je me demandais quel intérêt tu as à utiliser le lidar? Qu'est-ce que tu vois que ça t'apporte de plus que d'aller faire la prospection directement sur le terrain? Parce que ça nous permet de savoir où aller. Parce qu'on ne pourrait pas partir comme ça en prospection à l'aveugle et faire des trajets comme ça dans tous les sens dans un cirque aussi grand que celui de Mafate. Donc on a besoin d'avoir des techniques qui nous permettent de savoir où il y a un potentiel archéologique, où est-ce qu'il y a un potentiel scientifique. C'est pas scientifique. forcément pour préserver l'environnement ou moins le... Dans tous les cas, de toute façon, on ne va pas couper les arbres. Enfin, on n'aurait pas coupé les arbres pour aller trouver les vestiges archéologiques. Donc c'est vrai que c'est une technique... Tu veux dire dans les forêts, quand vous trouvez quelque chose, vous ne nettoyez pas pour pouvoir... Alors, après, c'est autre chose. Soit on peut décider de vraiment faire une fouille à un endroit, et là, on fait vraiment une procédure complète, où on va faire un projet de recherche, et où là, on travaille, quand on est dans un parc national, on travaille avec le parc pour savoir si on peut couper un certain nombre d'arbres ou pas, pour faire cette fouille. Mais le but, pour nous, c'est quand même de comprendre les vestiges, donc... dans la mesure du possible, tant qu'on peut les comprendre sans les abîmer, on va essayer de le faire. Après, c'est vrai que quand on fouille, de toute façon, l'archéologie, c'est une discipline particulière parce qu'on détruit ce qu'on fouille. C'est-à-dire qu'on enlève les couches. C'est perdu après. On enlève les couches et donc, une fois qu'on a enlevé la couche, on ne peut pas recommencer. Donc, c'est un livre dont on tourne les pages définitivement à chaque fois. Mais du coup, ce qu'on voit dans les musées, c'est... les objets, on les sort et ils font... Voilà, c'est l'objet qui reste, mais l'archéologie, c'est le concept qui permet de comprendre ce qui s'est passé. De toute façon, si on n'a pas fait une fouille correctement, on ne peut pas comprendre les vestiges qui sont dans le sol. Donc le travail de l'archéologue, c'est de documenter les faits, tout ce qui s'est passé dans le sol pour essayer de comprendre et de restituer une histoire. Tout ce qui est mobilier, tous les objets, ils vont être bien conservés pour être transmis aux générations futures et pouvoir être étudiés. Les structures construites, elles sont obligées de rester dans le sol et puis les couches de terre, les couches d'occupation, on appelle ça, elles disparaissent puisqu'on les a enlevées. Et je me demandais ce qui t'avait amené à l'archéologie. C'est une réponse très facile pour moi parce qu'il y a plein de gens qui ont des grandes histoires. Mais moi, j'ai voulu faire ça depuis que je suis tout petit. Donc en fait, plus je remonte dans mes souvenirs, aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, je voulais être archéologue. Donc en fait, comme mes parents étaient d'accord, j'ai fait ça. Bon, je te remercie. Merci beaucoup à toi. Et puis je te dirai la prochaine fois qu'on a des fouilles archéologiques pour que tu viennes voir. Chouette, ça va bien.